Bienvenue à la Cité des Climats et Vins de Bourgogne. Donc, je me présente, je suis Jérôme Diguet, donc je suis en charge de la médiation et de la programmation culturelle et scientifique à la Cité. Donc bienvenue d'être venu pour la table ronde du mois de mars, qui est pour thème, comme vous le voyez ici, c'est le vin de Bourgogne comme au XIVe siècle, une expérience de vinification médiévale. Donc effectivement, comment dire, on va se plonger au Moyen Âge pour mieux se projeter à notre époque. On va passer d'archives à une cuvée de vins que l'on va déguster ensemble après. Voilà, donc ce sera l'occasion de parler de la typicité des vins de l'époque, hein, et puis aussi de parler d'une aventure humaine quand même, parce que c'est un unique en Bourgogne, unique d'ailleurs tout court. Et puis voilà, il fallait mettre ensemble vignerons, chercheurs et faire et voilà, et faire cette aventure. Pour ça, moi je vais pas prendre la parole du tout. Je vais donc on a donc pour cette table ronde le plaisir d'inviter Thomas Labbé, qui est docteur en histoire et chercheur à l'Université de Bourgogne. On a Jean-Yves Bizot, vigneron à Vonne-Romanée, Florian Imbert, directeur du pôle Bourgogne Vignes et Vins, et puis Régis Goujon, professeur en chimie appliquée et œnologie. Donc voilà. Comme d'habitude, pour ceux qui sont déjà venus, on a 1 heure d'intervention, table ronde. Après, on répond à vos questions, c'est précieux, donc il y a questions-réponses. Et ensuite, on se déploie sur l'autre salle et on déguste un verre de vin ensemble. Voilà, j'en dis pas plus et je passe la parole directement à Thomas, qui est un peu à l'étincelle de ce projet. Merci pour la présentation et bonjour à tous. Alors moi je suis très content d'être ici ce soir pour vous présenter les résultats d'une expérience qui m'a tenu à cœur. C'est pas souvent qu'on fait un travail qui est très satisfaisant et je suis très content de ce qu'on a fait tous les quatre et de voir un petit peu où ça nous a amené. Donc comme vous a dit Jérôme, l'idée c'était de refaire une vinification type médiévale. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre d'expérience, des gens qui font de l'hypocrase par exemple, c'est-à-dire mélanger des épices à du vin. Nous ce qu'on a voulu faire c'est le vin, la matière première elle-même, telle que les gens à l'époque pouvaient la faire. Et alors pour ça on s'est appuyé sur des archives bourguignonnes qui sont très riches. Il faut savoir qu'on a pour travailler sur la vignée de vin, peut-être les archives les plus riches du monde. Et donc, ça permet d'aller très très loin dans la précision des gestes. Il reste également des angles morts. Hein, c'est normal, ce sont des archives qui ont 600 ans, parce qu'on a essayé de faire un vin type 14e siècle. Mais en tout cas, on a des archives extrêmement riches que je vais vous décrire tout à l'heure, qui nous ont permis de mettre en place un protocole véritable d'étapes qu'on a essayé de suivre de la vendange jusqu'à la mise en tonneau. Alors moi, en tant qu'historien, parce que je suis l'historien du groupe, ce qui m'intéresse, c'est dans ce projet une avancée pour moi méthodologique, parce qu'il faut faire parfois l'aveu de ses faiblesses. Et quand on est historien, on connaît nos objets de manière théorique. Par contre, de manière pratique, on ne les sait absolument pas. On ne les connaît pas. Et moi, j'ai passé des années à travailler sur la reconstitution des méthodes de vinification à la fin du Moyen-Âge, mais en réalité, je ne sais pas comment fonctionne, comment réagit une grappe une fois qu'elle est mise dans une cuve. Donc pour moi, c'était absolument essentiel de se rapprocher d'un vigneron, de Jean-Yves, qui lui connaît cet aspect pratique par cœur et qui peut avoir un œil très différent évidemment sur les archives, qui est pas qui est donc un point de vue différent. Et puis le deuxième intérêt de tout ça, eh bien, c'était de déconstruire un petit peu le vin médiéval, parce que on est en Bourgogne et vous savez qu'on a un discours marketing qui a réussi brillamment à nous faire penser qu'il y a une sorte de continuité entre les vins des moines de Cîteaux, des ducs de Bourgogne et puis les grandes appellations actuelles. Or, quand on fait de l'histoire, bon, il n'en est absolument rien du tout, et ceci pour deux raisons principales. D'abord parce que les gens de la fin du XIVe siècle, vous allez voir, se représentaient la fermentation et donc toutes les pratiques de vinification qui en découlent de manière très différente de nous, et puis ils se représentaient aussi la dégustation de manière très différente, et donc ils avaient des attentes sur les produits qui étaient absolument pas les mêmes que les nôtres. Et c'est ce que je vais essayer pendant les 20 minutes qui sont les miennes, de vous présenter. Alors, pour déconstruire un petit peu, pour déconstruire un petit peu tout ça, on va partir du présent.
Depuis Pasteur, on sait que la vinification, alors je fais des raccourcis, hein, je vous ai choisi exprès un schéma un peu compliqué que je ne comprends pas moi-même, mais on sait que c'est des levures qui transforment du sucre en alcool, et donc faire du vin, maîtriser la vinification, c'est d'abord maîtriser un milieu vivant et faire en sorte que ce milieu vivant réagisse le mieux possible pour obtenir le produit recherché. Alors, si on se plonge au XIVe siècle, il faut évidemment totalement oublier ça. Il n'avait aucune idée de toute cette vie de micro-organismes. Voilà comment il se représentait la vinification. Donc, ils imaginaient que le raisin était constitué de 4 éléments. On est dans la chimie élémentaire héritée de l'Antiquité, donc d'air, de terre, d'eau et de feu. Et une fois que le raisin était cueilli et mis en cuve, eh bien, on imaginait tout simplement que les particules de terre qui étaient contenues dans le raisin se détachaient des particules d'air, des particules d'eau et des particules de feu qui étaient beaucoup plus nobles. Les particules de terre étaient considérées comme particulièrement mauvaises, et d'ailleurs les textes utilisent un terme très fort qui est celui d'excrémentation. Donc vous voyez, dans le tonneau, le vin en gros se purgeait véritablement de ces excréments qui étaient là... les particules de terre, donc qui commençaient à partir au moment où on entendait le début de la fermentation. On considérait qu'à partir de ce moment-là, ce processus d'excrémentation avait lieu, et donc la structure élémentaire, si vous voulez, du mou changeait, et le mou, les documents de l'époque expliquent que ça vient du mot grec qui veut dire mustène, qui veut dire terre. D'accord ? Donc on considérait vraiment que le mou était bourré de terre et que le vin, c'était du mou purgé de tout cela. Et donc une fois que cette excrémentation avait eu lieu, eh bien, on mettait le vin en tonneau où il allait finir sa fermentation, il allait finir encore son excrémentation. Les lits, on considérait que c'était justement cette terre qui descendait. Et donc, si on résume un petit peu ce qu'était la vinification pour un homme du XIVe siècle, eh bien, c'est un processus de purification du raisin. Ce n'est pas un processus de transformation du raisin, c'est un processus de purification. Les termes employés à l'époque, pour la vendange, on disait cueillir le vin. Donc le vin était déjà dans le raisin, il suffisait juste qu'il soit purifié, et ça permettait d'ailleurs, pour l'anecdote, aux théologiens d'expliquer que tous les ans, eh bien, la vinification, c'était la redite du miracle opéré par Jésus à Cana, qui avait transformé l'eau en vin. Dieu fait tomber de la pluie, c'est la pluie qui nourrit le raisin. Comme le vin est déjà dans le raisin, on considérait donc que le miracle avait lieu tous les ans. Donc on est sur une perception très très différente des produits, où il y a vraiment une similitude très forte entre la grappe et le vin, qui est considéré donc comme finalement une grappe tout simplement purifiée et non pas transformée. Ça, c'est quand même très important à garder en tête. Alors, dans la pratique, maintenant, qu'est-ce que ça signifie dans un cellier ? Alors, notre expérience, elle a porté sur un corpus d'archives particulier, qui est le corpus de la collégiale Notre-Dame de Beaune. On aurait pu en prendre d'autres. Comme je vous ai dit, les archives sont riches en Bourgogne, mais on a pris celui-ci parce que c'est certainement le plus complet, qui nous permet de suivre de 1370 jusqu'en 1507 précisément, en fait, les étapes de la vinification année après année. C'est pour vous donner vraiment une idée précise, c'est-à-dire que c'est une documentation comptable. On sait tous les ans à quelle date combien de vendangeurs sont allés dans quel climat, à quelle date combien de porteurs ont rapporté ce raisin au pressoir, à quelle date combien de presseurs ont foulé et entonné le vin, etc., etc. Donc on peut suivre jour après jour exactement ce qui se passe dans le cellier. On a choisi la période fin du XIVe siècle, qui est, je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que elle est un petit peu plus simple à mettre en place d'un point de vue pratique, puisqu'au XVe siècle, en fait, on voit des évolutions qui se font avec des recherches plus importantes sur les cuvées, et donc ça devenait un petit peu plus compliqué à mettre en place, et vous allez voir qu'au XIVe siècle, les choses étaient beaucoup plus simples. Alors, le domaine de la collégiale de Beaune, c'était un petit domaine qui faisait
un peu plus de 10 hectares. On n'est pas à Cîteaux dans une usine à vin. Il possédait des climats dans ce qui est maintenant essentiellement des premiers crus et des villages de Beaune. On sait qu'il faisait du vin rouge essentiellement et pas de vin blanc. On n'a aucune idée des cépages. Il faut voir quand même aussi qu'on a des points noirs, hein, mais en tout cas, on sait qu'il faisait du vin rouge, et du vin rouge qui était plutôt réputé, puisqu'il était acheté par les courtiers du roi de temps en temps, par les courtiers du pape. Donc on sait que c'était un vin probablement qualitatif. Donc ça, c'est pour illustrer les documents qu'on a utilisés et pour illustrer la masse aussi de documents que ça représente, hein, parce que c'est vraiment important, ça. Donc c'est quelques exemples. Vous voyez, juste pour les millésimes des années 1390, donc vous imaginez étudier ça jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est des centaines de pages de documentation à partir desquelles on peut obtenir quelque chose d'extrêmement précis. Donc je vais prendre un exemple pour vous expliquer comment ça se passait. La vendange 1391, vous voyez, c'est une vendange qui s'est déroulée en 3 semaines, chaque couleur correspond à une semaine différente. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le 31 août, comme quoi les vendanges précoces existaient déjà, le 31 août, on commence les vendanges au Clos du Bourgneuf. On sait vraiment le lieu exact. Et le jour même, on entonne, on foule et on entonne déjà un produit qu'on appelle le vin paillet. Donc ça, c'est un type de vin que nous, on n'a pas essayé de refaire. C'est un type de vin particulier qu'on retrouve dans les celliers bourguignons, qu'on retrouve chez le duc de Bourgogne également, qui est un vin qui cuvait systématiquement moins de 24 heures. On appelait ça vin paillet. Donc là, le vin, il est en tonneau le soir des vendanges. Et il finit sa fermentation dans le tonneau. Ensuite, on va presser ce qui reste du Clos du Bourgneuf le dimanche, à la fin de la semaine, pour faire cette fois-ci ce qu'on appelle le vin. Donc le vin, vous voyez, 3 jours de cuvaison. C'est quand même des cuvaisons extrêmement rapides. Mais à partir du moment où on a dépassé 24 heures, on appelle ça du vin. Et puis le lundi, on fait ce qu'on appelle la dépense. Donc la dépense, c'est la piquette. On rajoute de l'eau sur les mares qui ont été pressées déjà une fois ou 2 fois. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dépense dans les textes. Donc on a 3 types de produits qui sont élaborés dans les celliers. Et nous, on a fait ce qu'on appelle le vin, c'est-à-dire celui qui subit un petit peu de cuvaison. Donc deuxième semaine, les vendanges ont lieu dans 4 climats différents, le jeudi, le vendredi et le samedi. On envoie les équipes de vendangeurs. On remplit les cuves progressivement avec les raisins qui viennent de ces climats. Et puis en une seule journée, à la fin, le dimanche, et d'ailleurs le document explique qu'on a pressé jour et nuit, pour montrer qu'il y avait un petit peu de quantité, on a fabriqué le vin de toutes ces cuvées qui étaient mélangées, donc les unes avec les autres évidemment. Donc on a des raisins qui ont cuvé de 1 à 3 jours selon la date à laquelle ils ont été vendangés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé également de reproduire, de vendanger progressivement avant de presser. On retrouve la même chose la 3e semaine, avec des vendanges qui commencent le lundi, le mardi et le mercredi. Et puis, pareil, on remplit les cuves progressivement les unes après les autres. Et puis, on entonne. On fait le vin le 1er et le 4e jour. Alors, gardez bien à l'esprit que quand je dis le vin est fait le vendredi, ça veut dire que le vin est dans les tonneaux. Hein. Il n'est plus dans les cuves. Hein. Il est d'ores et déjà dans les tonneaux et on considère quasiment qu'il est prêt à boire. Il va finir sa fermentation dans les tonneaux. Au bout de 3 semaines, le cellier, il est nettoyé, il est vidé et les vins commencent déjà à partir à la vente. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe au XIVe siècle. On est assez loin de nos pratiques actuelles. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment toutes les pratiques d'élevage, puisque de toute façon on ne considère pas qu'il s'agisse d'un milieu vivant, toutes les pratiques d'élevage n'existent pas dans la vinification médiévale, ou en tout cas ce ne sont pas les vignerons qui s'en occupent, ce sont éventuellement les gens qui achètent le vin et qui chez eux vont s'occuper du vin, mais aucune technique d'élevage dans un domaine viticole bourguignon au XIVe siècle. Et ça, c'est une des plus grosses différences, évidemment, avec ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc là, je vous mets juste le protocole qu'on a essayé de mettre en place. Je ne vais pas l'expliquer parce que Jean-Yves, peut-être, il reviendra plus en détail sur ce qu'on a fait, mais juste pour vous expliquer qu'à partir de toutes ces archives, on a quand même essayé de faire quelque chose d'assez carré, même si,
il reste évidemment des zones d'ombre. Et c'est ça aussi l'intérêt de cette expérience, c'est de voir ce qu'on comprend dans les archives et de voir finalement ce qu'on ne comprend pas dans la pratique. Et c'était tout l'intérêt de mélanger théorie et pratique, parce que les zones d'ombre, en tant que simple historien, bien moi je ne les comprends pas en lisant les textes. Alors maintenant qu'on a vu comment on fait du vin, je vais terminer en essayant de vous expliquer comment on goûte le vin au Moyen-Âge et peut-être comment goûter le vin qu'on va vous proposer à l'issue de cette dégustation. Et bien, je vais encore revenir au présent pour mieux déconstruire. Vous connaissez ce type de dégustation, de type organoleptique, qui est basé sur l'équilibre des saveurs, acidité, moelleux, tanin, sucrosité, etc. Et sur des analogies de goût, un vin qui sent la framboise, un vin qui sent la violette, un vin qui sent le chevreuil, enfin, vous connaissez tout ça. Cette dégustation de type organoleptique, basée sur des saveurs, c'est pareil, il faut complètement l'oublier au XIVe siècle, ça n'existe absolument pas. Au XIVe siècle, on considère d'abord que le vin, c'est un aliment. Ce n'est pas une boisson, c'est un aliment. Là, je vous donne la définition de ce qu'est un vin par Barthélemy Langlais. Donc, Barthélemy Langlais, c'est un homme qui a écrit une encyclopédie du savoir universel au XIIIe siècle, qui a été traduite au XIVe siècle. Et lui, il nous dit que le vin, il est appelé pour ce qu'il est né de la vigne. Jusque-là, on n'est pas très étonné. Ou pour ce qu'il remplit les veines. Donc là, vous voyez cette étymologie dans un esprit médiéval entre veine et vin. Et il explique que le vin, eh bien, il nourrit le sang essentiellement quand on le boit, et que c'est un excellent élément digestif. Et en fait, la clé de la dégustation au Moyen-Âge, c'est une dégustation de type diététique, où on va penser le vin comme un aliment qui est quasiment un médicament, et on va voir un petit peu comment ça s'exprime. Toujours notre même Barthélemy, il explique que le vin pris à trempément conforte le corps et met le cœur en légèreté et guérit les plaies des maladies. Donc on est toujours dans cette idée d'un vin diététique. Et l'idée qui se cache derrière, c'est que le bon vin, ce n'est pas forcément le vin qui a le meilleur arôme, c'est le vin qui correspond le mieux au buveur. Il faut trouver le vin qui corresponde au buveur. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça signifie. Le terme important dans cette phrase-là, c'est attrempément, que j'ai pris la peine de ne pas vous traduire en français moderne parce qu'il n'y a pas de traduction possible, qui est typiquement médiéval. Attrempément, ça veut dire que le vin doit être bu avec modération, mais il doit être bu aussi en fonction de la constitution physiologique du buveur pour trouver le bon équilibre entre la boisson et le consommateur. Et donc, vous voyez une autre phrase qui l'exprime, qu'il faut que le vin soit pris selon la force de la personne qu'il boit. Alors, ça veut dire quoi ? On revient à notre physique élémentaire héritée de l'Antiquité. Vous vous souvenez, le raisin qui est constitué des 4 éléments. Eh bien, on considère que l'homme, le dégustateur, lui aussi est constitué de ces 4 éléments. Et ces éléments, ils possèdent des propriétés. Donc l'eau, elle est plutôt froide et humide. La terre, elle est plutôt froide et sèche. L'air, il est plutôt chaud et humide. Et le feu, il est plutôt chaud et sec. Et le différent dosage de ces éléments à l'intérieur du vin ou à l'intérieur des hommes va produire ce qu'on appelle une substance particulière au produit et au buveur. Alors, on imagine par exemple que le processus de vieillissement, c'est un processus de refroidissement progressif, et donc les personnes âgées sont plus froides que les personnes jeunes, et donc on va leur conseiller de boire des vins plus chauds. Et inversement, les personnes plus jeunes, et à cette époque-là, on dit encore que le vin est nécessaire à la nourriture des enfants. Le vin est un aliment. Barthélemy Langlais dit que le vin, c'est comme de la viande pour les enfants. C'est très très bon pour leur croissance. Mais comme ils sont très chauds, on va leur proposer des vins plutôt froids, enfin considérés comme froids. Et vous allez voir que, en fait, on peut recréer une forme de dessin qui nous parle un petit peu plus, mais qui est transformé à la sauce XIVe siècle. Alors pour faire ce dessin-là de dégustation, je me suis inspiré de Barthélemy Langlais, puis je me suis aussi inspiré de Pierre de Cressan. Donc c'est un agronome de la fin du XIIIe siècle italien et du début du XIVe siècle, qui a beaucoup écrit sur le vin et sur les façons de boire et de déguster le vin. Et donc en gros, en termes de dégustation, on voit 2 axes. Donc un axe froid-chaud, un axe sec et humide.
qui déterminent chacun deux choses très différentes dans le vin. L'axe sec et humide, il va déterminer la couleur. C'est-à-dire que plus un vin est considéré comme humide, plus le vin est blanc. Au contraire, les vins rouges, ce sont des vins qui sont considérés comme secs, car plus riches en substances terreuses, qui est considéré comme sèche. L'axe froid-chaud, lui, il va déterminer l'âge du vin. C'est-à-dire que plus un vin est nouveau, à la sortie du tonneau, on va dire qu'un vin est froid, et même très très froid. On dit en général qu'il vaut mieux éviter à cette époque-là de boire le vin bourru directement à la sortie du tonneau parce qu'il serait très mauvais pour la santé. Parce qu'il faut lire ce schéma en voyant que plus il y a de déséquilibre, et plus ça veut dire qu'il y a un problème dans le vin pour le dégustateur du Moyen-Âge. Donc, un vin très froid parce qu'il est très jeune, on va éviter de le boire. Un vin très chaud parce qu'il est vieux, on va aussi dire, méfiez-vous, il ne faut pas en boire beaucoup, ça obstrue les veines. Et un vin vieux, pour les deux auteurs dont je vous parle, c'est 3 ans, 4 ans, pas plus. Le vin qui a trempé, bien au milieu, c'est un vin qui a 1 ou 2 ans. Et donc ça explique pourquoi on ne fait pas de vieillissement de vin au Moyen-Âge. On boit les vins en général de l'année ou les vins de l'année précédente. Et quand les nouvelles vendanges arrivent, s'il reste encore des vins un petit peu plus vieux, ça arrive même qu'on les jette carrément au caniveau parce que ce sont des vins qu'on va considérer comme d'une qualité pas forcément excellente pour le buveur. Donc nous, on espère avoir réussi à faire un vin qui va se situer à peu près là, puisque l'idée pour un vinificateur de cette époque-là, c'est d'avoir le vin qu'il appelle à tremper, c'est-à-dire le vin qui possède un petit peu de toutes ses qualités. Et ça explique, là encore, une fois, et je terminerai sur cet aspect-là, pourquoi les vins du Moyen-Âge étaient des vins plutôt clairets, des vins qui n'avaient pas énormément de couleurs, puisque vous voyez que, évidemment, un vin qui aurait trop de couleurs, qu'on appelait un vin roux ou un vin noir, eh bien, c'est un vin qu'on considérait comme diététiquement déséquilibré, et donc comme un vin qui n'était pas forcément de la qualité la plus excellente. Donc on cherchait plutôt des vins clairets qui possédaient un petit peu de couleur rouge, un petit peu de couleur blanche, puisque l'idée était évidemment de chercher cette tempérantia. Alors en latin, le à tremper, on parle de tempérantia. Et donc vous voyez que ce type de dégustation amène à attendre des produits évidemment extrêmement différents, qui ne sont absolument pas comparables avec les produits que nous attendons, nous, avec notre type de dégustation organoleptique. Et moi, je vais m'arrêter sur cet aspect-là en espérant vous avoir un petit peu fait sortir de vos habitudes et essayer de vous montrer à quel point tout cela peut être très différent et à quel point ça peut être extrêmement intéressant. C'est l'exotisme du Moyen-Âge. Et puis je vais laisser la parole à Jean-Yves pour passer à la partie pratique cette fois-ci. Voilà, c'est une expérimentation un peu en creux. On a quelques éléments sur... non, c'est bon, ça va. Si tu te rapproches, après, je ne peux plus lire. C'est une connaissance grâce à Thomas qui est un peu en creux. On connaît le nombre de personnes, on sait à peu près ce qu'ils font, mais on ne sait pas trop comment ils le font. Donc là, il s'agissait de boucher les trous. Et c'est forcément une expérience qui fait travailler un peu l'imagination. Et c'est assez riche. Voilà. L'autre chose qui m'intéressait, et ça c'est une dimension, on va dire qui est une dimension un peu esthétique, c'est le modèle vin. Donc on a un modèle vin qui fonctionne avec une technique d'élaboration, bon, on va dire qui date à peu près du milieu du 19e, je parle sous le couvert des historiens, à peu près, avec des vins qui sont en vin rouge, qu'on commence à plus extraire, à faire plus de macération. Bon, une esthétique plutôt basée sur la puissance. Peut-être qu'on cherchait certainement des choses aussi pour se soigner, s'équilibrer, enfin certainement d'autres choses. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'on a mis en place, on a mis en place une esthétique du vin, et à partir de cette esthétique, on a mis en place une technique. Et là, il s'agit de faire le contraire, d'aller retrouver une esthétique, de redéfinir un modèle du vin, et puis de retrouver une technique. Et ça signifie aussi que le vin, il y a encore plein de choses qu'on peut explorer pour le futur, parce que notre modèle, il est peut-être pas éternel, donc il faut peut-être aller chercher d'autres petits trucs. Voilà. Donc, on a un peu procédé, alors pas tout à fait comme je fais habituellement, c'est-à-dire que on a effectivement donc un accueil de raisin, alors sans trop le trier,
parce qu'apparemment, le tri, c'est pas une préoccupation. Donc, voilà. Donc, non, mais j'ai du beau raisin quand même, hein, faut pas... Voilà. On n'a pas tout pris. Bon, Hein. On mais- n'a pas tout pris. Hein. Comment ? Une chose, on a trié quand On n'a quand même pas tout pris. On n'a pas tout pris, non, parce qu'il y avait un peu de pourriture acétique. Voilà. Donc là, on a quand même évité. Voilà, parce que c'est mieux. Là, après, on a repris le modèle, les petites caisses, que je vendange en petites caisses. Normalement, avec des trous, sauf les rouges et blanches. Mais là, on n'avait pas assez pris de caisses. On a vendangé ça sur 2 ou 3 jours. 3 jours, voilà. Alors moi, j'ai pas mis une cuve de 50 hectolitres parce que bon, même si la récolte en 2023 est bonne, j'avais un peu d'autres engagements ailleurs. Donc là, on a pris une cuve qui doit faire 5 hectos, puisqu'on a à peu près fait une pièce l'objectif c'était de faire une pièce de vin. Voilà. Donc on a rempli sur 3 jours un raisin donc qui n'était pas trié, qui était assez brut. Voilà. Donc alors moi j'ai toujours le contrôle quand même, et puis Régis qui était à l'encuvage. Voilà. Au bout de 3 jours, on a installé à peu près comme c'était à l'époque, sauf que là c'est pas un baquet en bois, c'est une caisse plastique. Et j'ai eu une pompe hyper performante grâce à Thomas, qui a pris un broc de 3 litres pour transférer le vin, puisque ça s'appelle du vin maintenant. C'est du vin, voilà, dans le fût. Voilà. Alors moi, on ne me voit pas, mais je suis dans la cuve en train de danser dedans, et pour arriver à sortir le jus. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est des petits détails techniques, mais quand j'ai commencé à fouler, j'ai foulé partout. En fait, je pense que si on veut que ça s'écoule bien, il faut commencer à fouler du côté de la vanne pour enlever le raisin, de manière à ce que le jus s'écoule. Voilà, c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure, parce que finalement, le jus dans le marc s'écoule très mal. Voilà. Donc il faut arriver à drainer ça un peu mieux. L'année prochaine, je ferai peut-être aussi un petit fagot de sarment pour arriver à avoir un petit drain. Ça se faisait assez volontiers. Voilà. Donc, un petit drain juste à l'entrée de la goulerotte. Voilà. Et donc j'ai commis une erreur. C'est-à-dire que moi, j'ai pas ma cuverie, j'ai laissé les portes fermées, je l'ai mise sur le sol comme ça. Donc ce qu'on voit pas, c'est que tous les matins on passait le balai-brosse parce que ça déborde en permanence. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il faut complètement changer notre manière de voir la vinification. Et il faut à peu près oublier tous ces réflexes de Pasteur qu'on a acquis avec Pasteur, et il faut revoir les choses complètement différemment. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, quel que soit le modèle, c'est toujours un peu une forme de croyance quand même. Hein. Voilà. Donc le vin débordait tous les jours. J'avais fait une petite bonbonne à côté qui me servait à remplir tous les matins. Et puis, donc il y avait une petite astuce apparemment pour empêcher que ça mousse de trop, c'était de mettre des feuilles. Voilà, donc on a mis des feuilles. Voilà. Donc voilà. Bon. Et là, vous avez un aperçu du jus à peu près quand on a tiré juste après qu'on ait foulé le raisin. Alors on aurait pu passer sur la pressoir parce que je crois qu'il y avait un pressurage possible. Mais voilà, bon, j'avais pas assez de raisin, puis je venais de nettoyer le pressoir, donc j'ai pas voulu refaire ça à l'équipe. Comment ? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors l'expérience est assez intéressante. Le résultat, bon, ça fait un vin qui est assez peu coloré, vous allez le constater. Avec aromatiquement, c'est assez particulier, parce que c'est un petit peu réduit. Une forme de réduction, mais c'est pas le mercaptan, mais c'est une forme assez agréable de réduction. C'est très léger, il y a quand même un peu de tanin, et puis une structure qui est assez agréable. Donc voilà, et on va pouvoir le goûter tout à l'heure. J'ai mis en bouteille vendredi pour pouvoir vous apporter des échantillons aujourd'hui. Alors la question que je me suis posée, c'était de savoir si je sulfitais ou pas. Alors, j'ai pas sulfité parce que c'est un investissement considérable, il fallait acheter la solution. Mais c'était surtout aussi pour pouvoir aller vraiment jusqu'au bout de la démarche, pour éviter cet ajout. Je crois que le sulfitage, c'était le brûlage des mèches, c'était au 15e, un peu plus tard, ou ça se faisait déjà à l'époque ? Non, plutôt au 15e, voilà. Voilà.
C'est resté, hein, le sulfitage en Allemagne. Voilà. Donc là, du coup, c'est vraiment du brut, complètement. Et ça n'a pas été foulé au fur et à mesure Non, on laisse la vendange entière et on foule après. Oui, après, Voilà. Donc, c'est une question qu'on s'est posée, oui, parce qu'on a trouvé certaines enluminures. Donc les textes ne parlent pas d'écraser un peu le raisin. On a trouvé certaines une seule enluminure, parce que... dans laquelle on voit un homme avec un bâton dans la cuve. Mais Voilà. bon, est-ce que Ah si, j'ai fait ça un peu avec la fourche aussi, quand même, pour écraser un peu le fond, là pour qu'il y ait un peu de jus. Parce que, parce que là, on va reprendre, si ça va, non, ça ne veut pas redescendre, non, il faut remonter peut-être. Moi, j'ai bien aimé la première image, parce que, toc, encore une, c'est vraiment, on représente toujours, et assez longtemps, voilà, on représente assez longtemps la vendange et la vinification de cette manière-là, même encore au 18e, hein, avec, c'est des joyeux pays de cocagne, ils s'amusent bien. Et il y a toujours une grosse récolte, et il y a toujours l'impression que ça se fait au fur et à mesure, quoi, voilà. Et voilà, il y avait quand même une attente à un moment de 3-4 jours avant de fouler, quoi, voilà. Tous les jours, je remplissais avec la bonbonne on avait tiré en plus. Voilà. C'était aussi intéressant parce que la couleur du jus, quand on le foule, évolue au fur et à mesure. Alors, on a beaucoup plus d'intensité à la fin et le vin est plus tannique. Voilà. Donc on a fait à peu près on a tout mélangé. Je pense qu'à l'époque c'était pareil. Ils ne se posaient pas les mêmes questions. Mais cette image de la vendange, elle reste un peu partout. Dans les livres du 18e, on a quasiment les mêmes. Hein, la maison rustique, c'est quasiment la même image, à part que c'est pas en couleur. Voilà. Bon, à l'époque, ils vendangeaient au mois d'octobre, puisque c'est un scorpion au-dessus. Donc. Petite remarque sur le 2023. Moi, mes 2023, ils ne sont pas du tout brillants. C'est la seule cuvée où le vin soit limpide. Voilà. Donc, il y a peut-être des pistes à trouver. Voilà. Bon, enfin, pour prolonger un petit peu la réflexion, moi je me pose de plus en plus de questions justement sur la macération des vins rouges. On les raccourcit par rapport à ce qu'il y avait, la durée qu'il y avait quand j'ai commencé ma carrière. C'était assez volontiers 20 jours à 3 semaines. Maintenant, on a tendance à un peu raccourcir, à faire des vins on cherche à faire des vins où il y a moins de tanins, moins de structure. Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a encore des évolutions encore plus radicales à faire, sur lesquelles on pourrait peut-être faire des cuvaisons qui durent 3-4 jours, quoi, à creuser. Voilà. Mais ce ne sera pas forcément inintéressant. De toute façon, il faut toujours faire le vin de son époque. Hein. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous parler aux côtés de ces brillants compères. Moi, en quelques minutes, je ne vais pas vous prendre trop de temps parce que j'ai des choses moins intéressantes à raconter. C'est un petit peu l'histoire dans l'histoire. Voilà, on se disait aussi que là, on vous présente quelque chose qui est fait. On est vraiment très heureux parce que le vin est là, établi à partir d'une connaissance scientifique. Et donc, moi, c'est un petit peu le cœur de ce qui m'anime au quotidien, à travers le pôle Bourgogne-Vignes-Vins, qui est un organisme que la plupart d'entre vous ne connaissez pas, si ce n'est les personnes qui le financent, et on les remercie, hein, notamment le BIVB. Je vois que le directeur est là. C'est un organisme qui est soutenu par l'agglomération de Beaune aussi, donc on les remercie, et qui a pour vocation de créer cette rencontre entre le monde académique, le monde de la science et la filière vitivinicole. Et à travers ce projet, c'est un petit peu une concrétisation et un cas exemplaire de cette rencontre qu'on cherche à provoquer. Donc dans les objectifs qu'on vise au quotidien à travers le pôle, on a un exemple parfait. Et pourtant, c'est une aventure qui est en elle-même assez singulière. Elle est en premier lieu singulière parce qu'elle commence par la publication d'un article. Et souvent, la publication d'un article, quand on parle de science, c'est la fin de l'histoire. Pour les scientifiques, en tout cas, pur jus, quand on s'intéresse aux aspirations de la science, le premier objectif, historiquement, c'est de publier des articles. Et là, tout commence avec un article que Thomas qui était présenté dans une de ses diapositives, mais qu'il a évoqué très rapidement, un article de 2014, qui présente, à part la partie sur la dégustation, mais qui présente tout ce qui vous a été dit ce soir. Donc ça fait 10 ans
que vous avez en ligne, en fait, toutes les connaissances. Et j'imagine que vous, comme moi, parce que je vous rassure, c'était mon cas encore il y a quelques temps, eh ben on passe complètement à côté. Voilà. On est... Ah, Jean-Pierre, toi, tu es au courant, tu es dans le milieu, tu vois. Mais je fais le pari que si on faisait un sondage de qui, dans cette salle, a consulté cet article, qui est gratuit en ligne... Oui, bah oui. Tu l'as écrit en partie. Voilà. Et voilà, cet article, en plus, co-rédigé, co-publié entre Jean-Pierre Garcia et Thomas. Et donc, pourtant, moi, j'étais déjà aux affaires à cette époque-là, donc 2014, un article scientifique, très bien, passé plus ou moins inaperçu. Et il faut attendre 2022 pour que l'occasion se fasse, le ferment, hein, la prise, la réactivation du sujet se fait. À l'occasion, et je le dis là de manière je suis très satisfait de le dire en plus en présence de Jocelyne, à l'occasion d'un congrès qui se passe tous les 2 ou 3 ans. Tous les 3 ans, merci. Sauf Covid, bien entendu. Donc à l'occasion d'un congrès centré sur les composés actifs du vin, qui existe maintenant depuis près de 15 ans. Hein, 2008, la première occasion. Et un congrès qui est alors à la fois très scientifique, très science dure, mais qui depuis le début, parce qu'il était justement soutenu par la chaire UNESCO et en partenariat avec l'Institut de la Vigne et du Vin, a souhaité mettre au cœur de son identité la pluridisciplinarité, l'échange entre les disciplines. Et en 2022, il y a des co-organisateurs qu'on connaît aussi. Régis était de la partie pour le comité d'organisation, sur un congrès de microbiologistes et de chimistes, à qui on confie la conférence introductive à un historien du médiéval. Et donc c'est à cette occasion que pour beaucoup de gens, moi y compris, on redécouvre cette connaissance sur la vinification médiévale. Et donc ça, c'est un peu le moment clé finalement dans l'aventure qu'on vous présente. On redécouvre ça. Moi, je me tourne vers Thomas et je lui dis c'est génial ce que tu fais, mais bon, on pourrait le faire ou pas? Donc là, sur ce, il me dit moi, c'est mon rêve mon rêve, j'imagine que tu as d'autres rêves, mais en tout cas, ça faisait partie d'une de ses envies. Et il me dit si tu sais trouver des vignerons assez audacieux, je ne peut-être pas utiliser le terme audacieux, pour tenter ça, moi, je suis partant. Et donc, on est en 2022. Se passe une année, parce qu'on vous l'a dit, donc la réalisation de l'expérience, c'est au vendange 2023, donc finalement, ça se fait dans un pas de temps relativement réduit. Grâce, et c'est ce que permet le pôle et ce que permettent d'autres initiatives, la chaire a œuvré de longue date aussi en la matière, d'avoir ce réseau d'interconnaissance. Alors, pour le vigneron en question, on n'est pas allé chercher très loin, parce que Jean-Yves ne l'a pas dit, mais il est aussi président du pôle. Donc, c'était plus facile pour une idée un petit peu hasardeuse, où il y avait une petite prise de risque, parce que c'est quand même quelque chose d'aller s'adresser à un vigneron, ça vous dirait de potentiellement perdre une pièce pour un vin où on ne sait pas ce que ça va donner, vous n'allez rien maîtriser. Bon, ce n'est pas la posture la plus simple à avoir. Notre idée initiale, ce n'était pas de le faire avec un vigneron directement en production, c'était de se tourner vers le domaine de l'université. Il s'avère qu'on n'a pas pu le faire pour X raisons. Et on était donc très heureux d'avoir la possibilité d'avoir un vigneron prêt à tenter l'aventure. Donc moi, je vais m'en arrêter là pour passer la parole à Régis, pour rappeler deux ou trois idées. Déjà que c'est un projet qui s'est fait vite finalement. Une fois qu'on a réactivé, de l'idée à la réalisation, nous on en est vraiment très satisfaits, parce que voilà, c'est un projet qui s'est fait à l'inverse de ce qu'on fait dans l'activité de recherche, où on dit alors on va faire un plan de financement, on va faire un programme de... Bon, là on n'a rien fait de tout ça. Les gens étaient partants. On s'est dit allons-y. Vous prenez, chacun prend son risque et on y va, et ça s'est fait assez rapidement. Et puis je disais que l'idée, le ferment, c'était de faire se rencontrer les gens, de faire collaborer la science entre elles. Et on s'est aussi saisi de l'occasion pour faire non seulement donc de l'archéologie expérimentale, j'utilise le mot, je ne sais pas s'il est, mais en tout cas, une démarche inspirée des principes de l'archéologie expérimentale, et puis d'y raccrocher quand même aussi l'ensemble de ce qu'on pouvait raccrocher en termes de science, puisque non seulement donc, on a utilisé la documentation, les connaissances à partir de la documentation médiévale, mais on a aussi profité de l'occasion pour associer un chimiste
un chimiste habitué des sentiers, des sorties des sentiers battus, pour nous accompagner dans l'aventure et puis pour, du coup, se servir de cette expérimentation pour produire un petit peu d'analyse et de connaissances. Donc Régis, je te passe la parole. Ok, merci. Alors, merci. Merci Florian, belle entrée en matière pour la science, mais toute la science n'y est pas, contrairement à ce que tu dis, puisque finalement il y en a très peu, hein, il n'y a pas de... Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'assommer à la fin, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes qui ont été dites. Là, ça devient un peu, ça risque de devenir un peu rationnel. Hein, je suis désolé, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Tac, 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 voilà. Donc, et j'ai tâché de ne pas mettre trop de chiffres, plutôt des photos. Donc, j'ai remis des photos du 25... En fait, c'est le 25 septembre, donc c'est un peu plus tard. Hein. Donc, c'est à peu près... Le prélèvement est du 12. Ah oui, le prélèvement est du 12. Ah oui, c'est ça, parce que tu m'avais... Oui, j'ai pris le... Donc, prélèvement est du 12, donc c'est-à-dire à peu près une semaine, après une semaine en fût, c'est ça, hein. Et puis une qui est beaucoup plus récente, qui est donc un prélèvement de la semaine passée, pour montrer un petit peu l'évolution de la couleur. Ouais, du 2024, pardon. Ouais. Oh, purée, c'est quoi ces corrections? Ces correcteurs automatiques. Voilà, donc c'est 2024. Donc pour illustrer. Et donc je me suis permis aussi de mettre, j'espère que, enfin tu es au courant Jean-Yves, mais de mettre par comparaison la même vigne, mais qui est vinifiée traditionnellement. J'appelle traditionnel. Ouais. J'ai mis ouais. Alors pour éviter de mettre traditionnel, j'ai mis le nom Pesso. Voilà. Donc il y a Pesso et Moyen Âge. Et donc on voit un petit peu l'évolution du contraste de couleur entre les deux, et dont on peut quantifier, on peut apporter un regard quantitatif que je fais juste après sur le potentiel de couleur et le potentiel tannique. Et ce qui est intéressant, alors j'ai pas mis de chiffres, mais c'est que ces deux couleurs sont très différentes, et malgré tout, la teinte, qui est un des paramètres qu'on peut mesurer en œnologie, notamment pour caractériser l'évolution du vin, la teinte est la même entre les deux. C'est-à-dire le rapport entre la proportion de couleur jaune et de couleur rouge entre les deux, est sensiblement la même, même si la couleur est très différente. Donc en fait, on a comme une évolution parallèle avec des potentiels de colorants qui sont très différents, donc en degré d'évolution. Voilà, quelques chiffres rapides. Bon, c'est pour montrer, pour avoir quelque chose à dire, quoi. Hein. Donc, et puis qui soit à la fois pour montrer ici. Donc, on a en bleu, à chaque fois en bleu, on a l'analyse une semaine après l'encuvage, et en rouge l'analyse la semaine dernière. Et en fait, on voit que la teneur en alcool est sensiblement la même entre les deux. Voilà, ce qui est plutôt bien, hein, puisque vous avez à peu près le même potentiel en termes de teneur en sucre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a effectivement notamment en lien avec l'extraction qui se fait au départ, on a une acidité qui est plus élevée sur ce vin moyenâgeux, à la fois au travers de la quantité d'acide, l'acidité totale, et également au travers de la qualité des acides avec le pH qui est plus bas. Oui. Alors Thomas est un médiéviste. C'est pas quelqu'un qui travaille sur le Moyen Âge. Donc chaque fois qu'on utilise Moyen Âge, non, c'est moyenâgeux. Voilà, Moyenâgeux. Il n'aime pas le Moyen Âge, mais moi j'aime beaucoup. Donc on embête un peu avec ça. J'ai vite enlevé la première diapo. Donc voilà. Et puis, ce qui est intéressant effectivement, c'est de caractériser la couleur, ou en tout cas de regarder un petit peu au niveau des composés qui sont responsables à la fois de la structure et de la couleur, c'est-à-dire les anthocyanes totales, donc qui vont participer à la pigmentation, et où, tiens, c'est bizarre qu'il y a eu une modification de mise en page, donc on ne voit pas effectivement que donc si vous permettez, parce que c'est pas la peine de le présenter si on ne peut pas le voir. Voilà. Et donc ce qu'on voit, c'est que fort heureusement, de la même manière, si on regarde le potentiel de couleur entre les deux, c'est bien la même vigne, puisque c'est sensiblement la même chose, hein, 463, 452.
Mais effectivement, tout naturellement, comme les photos le montraient précédemment, eh bien, ce qui est effectivement extrait entre la vinification traditionnelle et puis la vinification médiévale, voilà, eh bien, on a un rapport à peu près entre 3 et 4 qui est mesuré donc une semaine après l'encuvage. Et de la même manière pour les tanins totaux, donc qui ont participé à la structure, où on a effectivement, après, les écarts sont à prendre avec des pincettes, puisqu'on n'a pas forcément échantillonné de manière représentative entre les deux. Mais globalement, on a une concentration qui est de l'ordre, un ordre de grandeur classique pour le pinot noir. Avec également, ici, on a un rapport de proportion qui est même encore plus important, puisque de 5 entre ce qui se retrouve effectivement dans le vin et ce qui se retrouve dans le peso, et puis ce qui se retrouve dans le médiéval. Et enfin, pour terminer, puisque toute bonne analyse se veut un tout petit peu porter sur quelques composés d'arômes. Donc on a regardé, et ça c'est une analyse, l'analyse précédente, les tanins et les anthocyanes, c'est une analyse qui a été faite en 2023, c'est-à-dire à peu près donc une semaine après l'encuvage. Ici c'est une analyse qui est toute récente, qui est cette semaine, donc c'est une perception, une représentation qui est tout à fait loin d'être exhaustive de ce qui existe en composé d'arômes. Ce sont les esters, donc là on s'est intéressé plutôt à tout ce qui participe plutôt aux fruits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que l'on aurait sans doute pu observer si on avait pris soin, ce qu'on n'a pas fait, de faire des analyses microbiologiques pour voir un petit peu quelle est la flore levurienne qui est présente. On ne s'est pas préoccupé de ça. Mais malgré tout, étant donné que ces composés sont majoritairement le fruit de métabolisme levurien, eh bien, on a une image, d'une certaine manière, de la diversité des processus métaboliques qui ont été à l'œuvre au niveau de la fermentation, et qui montre que là, en bleu, donc c'est médiéval, en orange peso, tantôt on a des notes plus fruitées qui seraient... Alors, c'est un peu casse-gueule ce que j'ai fait, parce que j'ai mis des images de fruits, mais c'est loin d'être aussi simple que ça. C'est juste pour guider un petit peu l'œil et l'oreille. Et donc, on aurait tantôt un tout petit peu un peu plus de fruits, par exemple fraises, sur le médiéval, ou banane, et puis tantôt un peu plus d'ananas sur le peso. Et donc tout ça pour conclure que Jean-Yves, c'est bien, tu arrives à faire du Beaujolais, tu vois, nouveau. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.